Bonjour et bienvenue à cet atelier sur le développement de la clientèle 2.0. Alors aujourd'hui, tout de suite après l'introduction, on va regarder de quelle façon les comportements d'achat des consommateurs en matière d'achat de services ont évolué au cours des 2 dernières décennies. On va définir ce qu'on entend par développement d'affaires 2.0 ou développement de clientèle 2.0. Là, c'est le même système. On va regarder également comment se fait encore le développement d'affaires traditionnelles parce que c'est encore très présent là, dans l'industrie du courtage immobilier. Maintenant, ça va nous amener à vouloir comprendre ce que veulent les consommateurs aujourd'hui et à développer une approche qui va être conforme à ce que les consommateurs désirent. Et on va aussi essayer de voir comment adopter une approche en développement de clientèle qui est plus systémique. Et puis, plutôt que de travailler en développement de clientèle avec des stratégies improvisées en cours de route, on va essayer de mettre en place un système pour que ça soit plus efficace. On va terminer l'atelier en parlant un peu de marketing de contenu parce que c'est le sujet de l'atelier qui suit cet atelier-ci. Alors sur ça, bien, je vous souhaite un excellent atelier. Comme déjà mentionné, le processus de vente se divise en 5 étapes et la première étape du processus de vente, c'est le développement de la clientèle et de notre point de vue, c'est l'étape la plus importante. Si vous êtes efficace, performant en développement de clientèle, la profession de courtage immobilier va être une profession vraiment agréable. À l'inverse, si vous avez de la difficulté en développement de clientèle, bien ça peut devenir lourd et on voit même certains courtiers là, abandonner la profession du fait qu'ils aient un peu plus de difficultés en développement de clientèle. Alors, c'est la première étape, c'est l'étape la plus importante et on définit le développement de la clientèle comme étant tout ce qui est à faire pour générer de façon continue des clients potentiellement acheteurs ou vendeurs d'une résidence ou d'une propriété. Et c'est aussi tout ce qui est à faire pour être aussi souvent que voulu face à un client acheteur ou à un client vendeur dans un contexte de transaction immobilière. Alors aujourd'hui, le développement de la clientèle se fait d'une façon un peu différente. On va le voir dans quelques minutes. Et aujourd'hui, on parle davantage de développement de clientèle 2.0. En fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que le développement de la clientèle 2.0 propose la mise en place d'un système de développement de clientèle qui utilise davantage et d'une manière plus efficace les technologies de l'information et des communications. Le développement de clientèle traditionnelle, ça se fait encore beaucoup dans l'industrie du courtage immobilier. C'est ce qui se faisait il y a 10, 12, 15 ans. Alors, ça se faisait de deux façons. Il y avait d'une part les stratégies passives pour aller chercher de la clientèle. Et quand on parle de stratégie passive, c'est que c'est le client qui vient vers le courtier. Suite à certaines publicités, par exemple les cartons publicitaires, les accroche-portes, les publisacs ou les annonces dans les journaux et revues spécialisées sur l'immobilier, c'était des moyens publicitaires qui étaient mis en place pour attirer de la clientèle. L'organisation de portes ouvertes dans des propriétés qui étaient mises en vente par les courtiers immobiliers, les périodes de garde au bureau au cas où un client appelle pour vendre sa propriété. Alors, c'était tous des moyens qu'on mettait en place qui étaient des stratégies passives pour générer une forme de clientèle. Et puis par la suite, on a vu une utilisation du web et des médias sociaux là, comme moyen publicitaire également là, pour attirer de la clientèle. Ce qu'on sait, c'est que les stratégies passives, souvent, c'est dispendieux et c'est dispendieux en termes de temps et en termes d'argent. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, surtout quand on veut faire de la publicité traditionnelle. Il n'y a aucun résultat garanti. Vous pouvez organiser, par exemple, une porte ouverte, personne ne va venir. Et même s'il vient des gens, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas accompagnés par des courtiers immobiliers déjà. Alors, les résultats ne sont pas garantis, mais le plus néfaste, je pense, dans les stratégies passives, c'est que ça place le courtier en situation d'attente. Évidemment, si vous avez fait une publicité qui vous a coûté 12-1500 pièces ou une stratégie publicitaire qui vous a coûté de l'argent, bien vous allez vouloir attendre de voir si ça génère des résultats et puis ça vous place dans une situation d'attente au lieu d'être proactif. Bien vous allez être davantage réactif par rapport à ce que vous avez imaginé comme stratégie passive. L'autre façon de faire du développement de clientèle dans la manière traditionnelle, c'était par des stratégies actives. Alors, les stratégies actives, c'est lorsque c'est le courtier qui va vers le client
Et ça se fait encore aujourd'hui beaucoup par la prospection et la sollicitation directe. En fait, l'objectif est d'identifier un client potentiel. Par exemple, sur du proprio, bien, c'est des gens qui habituellement devraient vendre par eux-mêmes. Alors, c'est facile d'identifier un client potentiel, mais l'obtention d'un rendez-vous, c'est plus difficile. Et ça se fait encore aujourd'hui, là, la prise de rendez-vous par téléphone ou même directement en personne. Les gens vont aller cogner à la porte pour offrir leur service en courtage immobilier. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir un rendez-vous pour aller présenter ses services en courtage immobilier. Et on va voir dans quelques minutes qu'avec l'arrivée du développement de la clientèle 2.0, bien, cet objectif-là n'est plus vraiment valable. Alors, on va y revenir, là, mais dans les stratégies actives, c'était principalement la prospection et la sollicitation. Et on sait qu'aujourd'hui, bien, c'est de moins en moins admis, c'est considéré comme étant des méthodes intrusives, c'est de moins en moins toléré par les consommateurs. D'ailleurs, il y a une loi qui existe, la liste nationale des numéros de téléphone exclus. Alors, c'est peu dire, s'il y a une loi qui a été mise en place parce que les gens sont un peu tannés là, de se faire solliciter. C'est des moyens aussi qui sont souvent difficiles à mettre en application pour le courtier immobilier. On se rend compte qu'il n'y a pas ou peu de structure de développement de clientèle active. Il y a beaucoup d'improvisation et de procrastination également, étant donné que la job n'est pas très agréable. Bien, il y a un report dans le temps de ce qu'on devrait faire. Et on sait que la tâche, elle est boudée par 85 à 90 % des courtiers. En fait, il y a seulement 10 à 15 % des courtiers qui sont efficaces en stratégie active, là, en prospection et en sollicitation directe. Alors, c'est pour dire jusqu'à quel point c'est important de regarder le développement de la clientèle peut-être d'un nouvel œil aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vous propose avec le développement de la clientèle 2.0. Maintenant, pour bien saisir la différence entre le développement traditionnel et le développement de la clientèle 2.0, bien, on a 3 étapes à franchir. Premièrement, bien comprendre les nouveaux comportements d'achat des consommateurs. Par la suite, on va vouloir développer une approche qui est plus conforme à ces nouveaux comportements. Et en dernier lieu, on va vouloir adopter une approche qui est systémique en utilisant davantage le web et les plateformes numériques. Alors, petite statistique ici là, pour agrémenter l'atelier. Selon le CEFRIO qui est un organisme paragouvernemental qui s'occupe d'analyser les comportements des Québécois et des Québécoises en matière d'utilisation d'Internet. Alors, ça n'existe plus aujourd'hui, mais en juillet 2015, ils avaient émis des études et puis ils nous proposaient là, les statistiques suivantes. Alors, 100% des étudiants utilisent Internet, 95,2% des employés de bureau, même chose dans le secteur des services et de la vente. Les professionnels, 93,8%. Les adultes avec un revenu supérieur à 80 000, 97%. Les adultes qui ont entre 18 à 44 ans, 95,6%. Puis les diplômés universitaires, 94,8%. Alors, presque tout le monde qui est actif dans le domaine de la transaction immobilière utilise Internet de façon régulière. Et la donnée la plus intéressante, c'est qu'il y a 85% des internautes qui utilisent les médias sociaux, et ça, c'est en 2015. Alors, aujourd'hui, c'est encore plus important que ça. Et c'est peu dire, là, presque tout le monde se rend sur Internet et sur les médias sociaux pour aller, d'une part, chercher de l'information, mais aussi pour aller comparer les différents services, voir les commentaires là, des consommateurs et ainsi de suite. Alors, Internet a vraiment pris une place importante là, dans nos habitudes d'achat. Je vous ai mis un lien ici qui vous emmène sur Statistique Canada pour voir les dernières données en matière là, d'utilisation d'Internet. Mais déjà en 2015, là, on avait une vue assez impressionnante de l'utilisation d'Internet. 2 données qui sont vraiment importantes, cependant, c'est que 85% des vendeurs d'une propriété consultent le web avant de décider de vendre leur propriété et ou de choisir le moyen qui sera utilisé pour réaliser la vente. Alors, c'est extrêmement important. Évidemment, lorsqu'on vend notre propriété, bien, on a un projet autre que la vente de la propriété. Et la vente de la propriété, c'est probablement une partie du projet.
Alors, on vend notre propriété parce que l'endroit où on demeure à l'heure actuelle est trop petit, on a besoin de plus grand, ou on veut simplement améliorer notre qualité de vie, donc on va vendre notre propriété dans le but d'en acheter une autre qui répond mieux à nos besoins, ou on va vendre notre propriété parce qu'elle est devenue trop grande, les enfants sont partis, puis on va se diriger vers un condo ou vers un appartement. Alors, il y a un projet derrière la vente d'une propriété et les gens vont sur le web pour, d'une part, savoir un peu, avoir le pouls du marché, mais aussi pour savoir dans quel secteur ils vont aller habiter et comment se vendent les propriétés dans ce secteur-là, par exemple. Alors, 85% des vendeurs d'une propriété, 94% des acheteurs d'une propriété consultent le web avant de parler à un professionnel de l'immobilier. Puis par professionnel de l'immobilier, ici, on entend autant les démarcheurs hypothécaires que les courtiers immobiliers. Alors, 94% des acheteurs vont consulter le web avant de parler ou avant de savoir dans quelles conditions ils peuvent acheter une propriété, là, avant de parler à un démarcheur hypothécaire. Ça fait que c'est pour dire à quel point c'est important. Alors, on sait que HubSpot, c'est une entreprise américaine là, qui étudie beaucoup aussi le marché de l'utilisation du web. Et puis, eux disent maintenant, quand les gens ont besoin d'acquérir un produit ou un service, ils vont sur le web, ils cherchent des solutions par eux-mêmes, ils googlent. Et puis, les consommateurs veulent acheter, veulent encore acheter aujourd'hui, évidemment. Puis on parle de services, là, acheter des services. Mais ce qu'ils ne veulent plus, c'est se faire vendre. Alors, ce qui était valable il y a 20 ans, 25 ans, d'avoir une force de vente, par exemple, on voyait à l'époque des compagnies d'assurance qui avaient des forces de vente là, sur le terrain. Bien, aujourd'hui, on magasine nos assurances directement sur le web. Alors, on veut encore acheter de l'assurance, mais on ne veut plus nécessairement se faire vendre. Et en immobilier, bien, c'est un peu semblable. Aujourd'hui, les gens veulent être renseignés, veulent être éduqués, tout en gardant leur libre arbitre et puis tout en gardant leur décision pour eux-mêmes. Alors, ces nouveaux comportements d'achat ont un impact majeur sur notre façon de faire en matière de développement de la clientèle, on le comprendra. Et puis, en résumé, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la vente traditionnelle, bien, c'est de moins en moins efficace. La sollicitation directe, c'est de moins en moins toléré. Les consommateurs veulent toujours acheter des services, mais ils ne veulent plus qu'on leur vende. Ils cherchent des solutions par eux-mêmes. Et puis, ils veulent être informés, éduqués et garder leur libre arbitre. Ils sont présents sur Internet, 85% des vendeurs, 94% des acheteurs, et ils utilisent massivement les médias sociaux. Alors, partant de ces constats, ce qu'il faut faire, c'est aller à la deuxième étape, c'est développer une approche qui va être plus conforme à ces nouveaux comportements. Et c'est là où on voit arriver ce qu'on appelle le marketing de contenu. Alors, le marketing de contenu, ou content marketing en anglais, c'est une discipline marketing qui implique la création et la diffusion de contenu média dans le but de développer ses affaires ou développer sa clientèle. Ces contenus informatifs, c'est le mot le plus important dans le paragraphe, ce sont des contenus informatifs, dis-je, qui peuvent être présentés sous forme de vidéos, de livres numériques, d'infographies, d'études de cas, de guides pratiques, etc. Alors, vous avez sûrement été sollicité par des entreprises ou vous avez déjà vu peut-être là, sur les médias sociaux une publication qui vous intéressait. Alors, on vous proposait un livre sur les 5 moyens pour ou les 7 choses à éviter. Ce genre de livre-là, c'est ce qu'on appelle des livres numériques, mais c'est fait partie du marketing de contenu. Quand on vient vous proposer des solutions à un problème, et c'est principalement là où c'est important de bien comprendre, il faut proposer une solution à un problème. Alors, pour le courtier immobilier, le marketing de contenu consiste à fournir des informations pertinentes à des clients acheteurs ou vendeurs d'une propriété pour, d'une part, entrer plus facilement en communication avec eux, puis d'une autre part, pour développer la relation d'affaires dans le but d'obtenir un premier rendez-vous pour discuter du projet immobilier. Alors, c'est peut-être le gros changement avec l'arrivée du développement de la clientèle 2.0. Avant, on contactait les gens, puis on voulait obtenir un rendez-vous on-spot. Aujourd'hui, on va contacter les gens, on va mettre une distance entre l'identification du client
et l'obtention du rendez-vous. Alors, d'une part, on va identifier des clients potentiels, on va faire un premier contact extrêmement souple. Ça va nous permettre d'ouvrir une fiche de communication avec ces gens-là qu'on a identifiés. Par la suite, on va développer une certaine relation dans le but d'obtenir un rendez-vous, toujours dans le but d'aller discuter du projet immobilier. Alors, on n'obtient plus nécessairement un rendez-vous aujourd'hui pour aller vendre les services. Ça va arriver qu'il y a des gens qui vont être prêts à acheter les services lors du premier rendez-vous, mais habituellement, aujourd'hui, comme les gens veulent être davantage renseignés et éduqués, on a un premier rendez-vous plus facile à prendre lorsqu'on propose aux clients potentiels d'aller discuter de leur projet immobilier plutôt que d'aller présenter nos services. Alors, la dynamique est différente. Là, j'appelle quelqu'un et je dis « J'aimerais ça aller jaser avec toi de ton projet immobilier ». C'est moins impliquant que si j'appelle dans le but d'obtenir un rendez-vous. Alors, c'est là un grand changement là, avec l'arrivée du développement de la clientèle 2.0. Comment ça se fait? Bien, on va essayer d'adopter une approche systémique en utilisant davantage le web et les plateformes numériques. C'est la troisième étape à franchir. Alors, voici comment on pourrait développer une approche systémique. Sur la colonne de gauche, on a des clients potentiels. Dans la colonne de droite, on a des sources de développement. Alors, dans la colonne de gauche, on a des acheteurs d'une première résidence. On a des acheteurs qui sont déjà propriétaires. Ça veut dire des gens qui veulent acheter une autre résidence, mais ils vont avoir éventuellement à vendre la résidence dans laquelle ils sont à l'heure actuelle. Après ça, on a des vendeurs qui sont des vendeurs purs, des gens qui vendent mais qui n'ont pas d'objectif de rachat. Et on a aussi des vendeurs qui vendent dans le but d'acheter. Alors, la différence entre l'acheteur déjà propriétaire et le vendeur acheteur, c'est que l'acheteur déjà propriétaire, son projet prioritaire, c'est d'acheter une propriété, de savoir à quel endroit il va aller vivre, puis après ça, il va mettre sa propriété en vente. Tandis que le vendeur-acheteur, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je vends ma propriété dans un premier temps. Quand elle sera vendue, je déciderai par la suite où ce que je m'en vais. » Alors, c'est deux types de clients qui ont des projets d'achat et de vente, mais le projet prioritaire n'est pas le même. Sur la droite, on a des sources de développement. Alors, la principale source de développement, c'est votre réseau. Toutes les personnes que vous pouvez rejoindre par courriel, par texto, par les médias sociaux, par la poste, ou des gens que vous connaissez et que vous pouvez vous rendre chez eux directement. Ces gens-là font partie de votre réseau également, mais maintenant, pour entrer facilement en communication avec eux, on va essayer d'avoir leur courriel, leur texto ou de les rejoindre par les médias sociaux. On a aussi, dans les sources de développement, ce qu'on appelle le marché ferme géographique. C'est le territoire dans lequel vous prévoyez travailler. Alors moi, si j'habite une ville comme Drummondville, par exemple, bien, mon territoire pourra être la ville de Drummondville. Si j'habite dans la région de Québec, bien là, peut-être que je voudrais développer un territoire à l'intérieur de la région de Québec, mais pas nécessairement tout l'ensemble de la région de Québec. Excusez-moi. Alors, c'est ce qu'on appelle un marché ferme géographique. Un marché démographique, bien, ça fait plus référence à une communauté de personnes qui sont reliées par un point commun. Ça peut être un organisme à but non lucratif, ça pourrait être une entreprise également. Alors, je donnais un exemple ici dans la région de Québec. Moi, je connais plus la région de Québec. On a une entreprise qui fait le développement de logiciels de jeux. Alors, c'est sûr que les gens qui travaillent là sont tous des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Ce sont des acheteurs potentiels. Alors, ça pourrait être un beau marché ferme démographique si je voulais me bâtir une clientèle d'acheteurs de première résidence. Alors, on voit un peu là, comment se fait le développement d'affaires et puis on va le voir beaucoup plus en profondeur dans le programme Camp d'entraînement. Si vous avez un intérêt à y participer, c'est exactement ce qu'on va faire dans ce programme-là. C'est prendre des clients potentiels puis essayer d'en identifier à partir des différentes sources de développement qui existent. Par la suite, bien, il faut entrer en communication avec ces gens-là. Alors, si je reviens sur le processus de vente, bien, j'identifie des gens, mais il faut que je fasse un premier contact avec ces gens-là. Alors, supposons que j'ai décidé, moi, de vouloir travailler une clientèle d'acheteurs de première résidence. Bien, je vais en trouver dans mon réseau. Sûrement que je connais des gens là, qui sont à logement à l'heure actuelle, mais sont sur le marché du travail et ils seront en mesure de devenir propriétaires. Alors, je pourrais rejoindre ces gens-là par courriel, par texto.
mais je vais les appeler aussi, je pourrais faire ça, mais je vais envoyer quoi, là? Je vais leur dire quoi, ces gens-là, pour développer une première discussion avec eux sur l'achat potentiel d'une première résidence. Alors, c'est là où le marketing de contenu vient prendre toute sa signification, parce que si j'ai accès à un document qui s'appelle Acheter avec un courtier, voici les avantages, par exemple, bien, je pourrais simplement faire parvenir ce document-là par courriel ou par les médias sociaux aux personnes que j'aurais identifiées en disant voici un document qui présente des avantages à devenir propriétaire et à acheter ta propriété par l'entremise d'un courtier immobilier. Je t'invite à en prendre connaissance et puis je te reviens dans quelques jours pour avoir ton opinion sur le document. Vous voyez que l'approche est beaucoup plus souple de cette façon-là et je viens, par la même occasion, d'ouvrir une discussion avec un acheteur potentiel qui fait partie de mon réseau. Maintenant, je pourrais prendre le même document, en faire un post, puis faire une publicité sur Facebook, puis lorsque les gens veulent avoir ce document-là, accéder au document, bien, je vais leur demander leur nom et leur courriel, et je vais générer ainsi des clients potentiels. Et c'est là que c'est important, lorsque c'est eux qui viennent vers nous, les clients potentiels, c'est eux qui viennent chercher l'information, bien, il faut prendre le temps de bien développer la relation avec ces gens-là pour, d'une part, développer notre notoriété, leur prouver notre désir puis notre volonté de bien les servir et par la suite, on aura probablement accès à un rendez-vous. Alors, encore une fois, supposons que mon client potentiel que je veux développer ou ma base de données que je veux développer, c'est des acheteurs d'une première résidence, bien, je vais en trouver dans mon réseau. Je pourrais en trouver dans mon marché ferme géographique. Donc, encore une fois, si je reviens sur mon exemple de Drummondville, bien, je pourrais décider de faire une publicité sur Facebook, par exemple, à l'intérieur du territoire de Drummondville, et puis proposer le e-book ou le livre numérique qu'on vient de voir. Et je pourrais également, dans le cadre d'un marché démographique, je vous faisais référence tout à l'heure à une entreprise ici dans la région de Québec qui a beaucoup d'employés entre 25 et 35 ans, bien, je pourrais peut-être décider de faire parvenir ce document-là aux employés de l'entreprise, bien sûr, suite à l'acceptation par le propriétaire là, de pouvoir diffuser cette information-là auprès de ses employés. Alors, ça met un peu la table sur ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire aujourd'hui en termes de développement de clientèle 2.0. On va aller plus en profondeur lors du prochain atelier. On va parler davantage de marketing de contenu, puis de comment ça peut être efficace et comment utiliser le marketing de contenu. Tout ça en relation avec la plateforme Via Capital que vous avez vue dans un atelier précédent. Alors, merci de votre participation et j'espère vous revoir lors du prochain atelier sur le marketing de contenu.